Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'œil du cyclone. Ce que vous allez découvrir ce soir n'est pas une simple escalade militaire. C'est un séisme géopolitique, un moment où les règles du jeu ont été réécrites en quelques heures sous une pluie de feu et d'acier. Nous sommes le 29 juillet 2025 et cette nuit-là, le monde a basculé. Le ciel d'Odessa s'est embrassé sous les éclairs des missiles russes, mais ce n'était pas une attaque comme les autres. C'était un message, un avertissement glacé, adressé non pas seulement à l'Ukraine, mais à ceux qui, dans l'ombre, tirent les ficelles de cette guerre. L'OTAN, les services secrets britanniques, les mercenaires étrangers, les conseillers militaires, tous ceux qui croyaient pouvoir mener une guerre indirecte, à l'abri des représailles, viennent de perdre leur illusion. La Russie, sous l'impulsion d'un homme, Andrei Belousov, le nouveau ministre de la Défense, a franchi une ligne rouge. Et cette fois, personne ne peut prétendre ne pas avoir compris. Tout a commencé à Velkovo, une petite ville côtière près d'Odessa, un lieu que personne, ou presque, ne connaissait il y a encore quelques semaines. Pourtant, Velkovo était bien plus qu'un point sur une carte. C'était le nœud logistique secret de l'Occident en Ukraine, le cœur battant d'une machine de guerre soigneusement dissimulée derrière des sociétés écrans, des contrats opaques et des dénégations officielles. Ici, dans l'anonymat des entrepôts et des hangars discrets, transitaient les armes les plus sophistiquées de l'OTAN, des missiles Storm Shadow britanniques, des drones de reconnaissance américains, des systèmes de guerre électronique français. Ici, des mercenaires venus de toute l'Europe, anciens soldats des forces spéciales, contractuels aguerris, experts en sabotage, étaient formés avant d'être déployés en Crimée ou contre la flotte russe de la mer Noire. Ici, des conseillers britanniques, vêtus de tenues civiles pour éviter d'être identifiés, coordonnaient les frappes les plus sensibles contre les positions russes. Velkovo n'était pas une base militaire ordinaire, c'était le cerveau invisible de la résistance ukrainienne, le lieu où se décidaient les attaques les plus audacieuses contre Moscou. Et Moscou le savait. Les services de renseignement russes avaient infiltré le réseau depuis des mois. Ils savaient qui entrait, qui sortait, quelles cargaisons étaient déchargées sous le couvert de la nuit, quels ordres étaient transmis par des canaux cryptés. Ils savaient surtout une chose, Velkovo était intouchable. Ou du moins, c'est ce que l'Occident croyait. Parce que frapper Velkovo, c'était risquer une escalade directe avec l'OTAN. C'était briser le fragile équilibre d'une guerre où chacun feignait de respecter les règles, où les conseillers étrangers étaient des volontaires, où les armes occidentales arrivaient par des voies détournées, où les frappes étaient toujours attribuées à des éléments non identifiés. Velkovo était le symbole même de cette hypocrisie, une guerre menée à distance, sans risque, où les capitales occidentales pouvaient soutenir Kiev sans jamais avoir à assumer les conséquences. Mais cette nuit du 29 juillet, Andrei Belousov a décidé que le temps des demi-mesures était révolu. À 22h47, heure locale, les sirènes ont retenti. Pas les alertes habituelles, celles qui annoncent un barrage d'artillerie ou une frappe de drone. Non, cette fois, c'était différent. Les radars ukrainiens ont détecté une salve de missiles Iskander, lancés depuis la Crimée, filant à Mach 6 en direction d'Odessa. Les défenses aériennes ukrainiennes, déjà saturées par des semaines de frappes, n'ont rien pu faire. En moins de 5 minutes, Velkovo a disparu dans une boule de feu. Les images satellites, diffusées quelques heures plus tard par le ministère russe de la Défense, montrent une base réduite en cendres, des entrepôts éventrés, des véhicules calcinés. Plus de 150 mercenaires et conseillers étrangers se trouvaient sur place au moment de l'impact. Certains ont tenté de fuir, mais les routes avaient été verrouillées par des frappes secondaires. D'autres ont été capturés, comme ceux retrouvés à Ochakiv, des officiers britanniques en civil, leurs passeports et leurs téléphones saturés de messages codés. Parmi les décombres, on a retrouvé les restes de centres de contrôle, de salles de communication, de stocks d'armes encore emballés dans leurs caisses estampillées « aide humanitaire ». Le message était clair, la Russie ne jouerait plus selon les règles de l'Occident. Belousov, un ingénieur de formation, un technocrate froid et méthodique, avait passé des semaines à préparer cette frappe. Contrairement à ses prédécesseurs, qui se contentèrent de cibler les dépôts de munitions ou les aérodromes, lui visait le système nerveux de la guerre. Pas seulement les bras, mais la tête. Pas seulement les armes, mais ceux qui les utilisaient. Et surtout, il envoyait un signal sans ambiguïté. Dorénavant, toute présence étrangère sur le sol ukrainien serait considérée comme une cible légitime. Plus de zones grises, plus de sanctuaires. Si l'Occident voulait une guerre, il l'aurait, mais sans pouvoir se cacher derrière des proxys ou des dénégations. Les réactions n'ont pas tardé. À Londres, le ministère de la Défense britannique a convoqué une réunion d'urgence.
Quelques heures à peine après l'attaque, un communiqué tombait. 350 missiles anti-aériens seraient envoyés en urgence à l'Ukraine, financés par les avoirs russes gelés depuis 2022. Une décision présentée comme une réponse humanitaire, mais qui sentait la panique. Car Velkovo n'était pas qu'un coup militaire. C'était une humiliation. Pour la première fois, des conseillers britanniques, des officiers des SAS, selon certaines sources, avaient été pris au piège. Certains étaient morts, d'autres capturés, interrogés, peut-être déjà en route vers Moscou pour y être exhibés comme preuve de l'implication directe de l'OTAN. Le gouvernement ukrainien, lui, est resté étrangement silencieux. Volodymyr Zelensky, d'ordinaire prompt à dénoncer les crimes de guerre russes, n'a prononcé qu'un discours vague évoquant des pertes parmi nos partenaires. À Washington, la Maison-Blanche a annulé une conférence de presse prévue. À Bruxelles, le quartier général de l'OTAN est entré en mode crise. Personne ne savait comment réagir. Frapper la Russie en représailles, risquer une escalade nucléaire, ou bien avouer implicitement que la guerre indirecte était terminée et que l'Occident venait de perdre l'initiative. Pendant ce temps, à Moscou, Belousov recevait les félicitations du Kremlin. Dans une déclaration lapidaire, il a confirmé ce que tout le monde savait déjà. « Nous savons qui vous êtes, nous savons ce que vous faites et nous agirons en conséquence. » Pas de menaces creuses, pas de rhétorique creuse, juste un constat. La Russie avait identifié les vaisseaux sanguins qui alimentaient la guerre en Ukraine, les routes logistiques traversant la Roumanie, la Bulgarie jusqu'en Allemagne, et elle était prête à les sectionner un à un. Les conséquences de cette nuit sont immenses. D'abord parce que Velkovo a révélé au grand jour ce que beaucoup refusèrent de voir, l'Occident n'est pas un simple fournisseur d'armes. Il est un acteur direct du conflit. Les conseillers capturés à Ochakiv, les plans de frappe retrouvés dans les décombres, les communications interceptées, tout cela prouve que Londres, Washington et d'autres capitales européennes ne se contentent pas de financer la guerre. Elles la dirigent. Les Storm Shadow qui frappent la Crimée, les drones qui ciblent les raffineries russes, les sabotages sur le territoire russe, rien de tout cela n'aurait été possible sans une coordination étroite, sans des officiers étrangers sur le terrain. La Russie l'a toujours affirmé. Désormais, elle en a la preuve. Ensuite, parce que cette attaque a fait voler en éclats le mythe de la guerre limitée. Jusqu'ici, chacun pouvait prétendre que le conflit restait confiné à l'Ukraine, que les risques d'escalade étaient maîtrisés. Velkovo a montré que cette illusion était terminée. Si la Russie est prête à frapper une base où opèrent des ressortissants de l'OTAN, alors plus aucun lieu n'est sûr. Les ports roumains, les dépôts polonais, les centres de commandement en Allemagne, tous deviennent des cibles potentielles. L'Occident se retrouve face à un dilemme. Soit il recule et admet qu'il ne peut pas gagner cette guerre par procuration, soit il s'engage davantage et risque un affrontement direct avec une puissance nucléaire. Et puis là, il y a la question des otages. Les conseillers britanniques capturés à Ochakiv sont une monnaie d'échange inestimable. Moscou pourrait les utiliser pour négocier la libération de prisonniers russes ou bien les juger publiquement, comme elle l'a fait avec les mercenaires du groupe Wagner en 2023. Dans les deux cas, ce serait un nouveau coup porté à la crédibilité de l'OTAN. Mais au-delà des calculs stratégiques, il y a quelque chose de plus profond qui s'est joué cette nuit-là. La Russie a franchi un seuil psychologique. Elle a montré qu'elle était prête à payer le prix d'une escalade, qu'elle ne reculerait pas, qu'elle ne négocierait pas. Et cela change tout. Parce que jusqu'ici, l'Occident comptait sur une chose, la peur de Moscou, la peur d'une guerre totale, la peur d'un conflit qui déborderait les frontières ukrainiennes. Velkovo a prouvé que cette peur n'existait plus, ou plutôt qu'elle avait changé de camp. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? À court terme, l'OTAN va probablement renforcer ses défenses en Europe de l'Est. Des batteries Patriot supplémentaires vont être déployées en Pologne et dans les pays baltes. Les livraisons d'armes à l'Ukraine vont s'accélérer, mais dans la précipitation, sans stratégie claire. Certains pays, comme la France ou l'Allemagne, pourraient hésiter à envoyer davantage de troupes ou de matériel, de peur de devenir la prochaine cible. D'autres, comme le Royaume-Uni, pourraient au contraire doubler la mise, par orgueil blessé. Mais une chose est sûre, l'équilibre du conflit a basculé. L'Ukraine, qui dépendait presque entièrement du soutien logistique occidental, se retrouve affaiblie. Ses lignes d'approvisionnement sont menacées, ses conseillers étrangers se font discrets et ses contre-offensives pourraient bien s'essouffler faute de munitions et de coordination. À moyen terme, cette attaque pourrait accélérer les négociations. Pas parce que Kiev est prête à céder, mais parce que ses alliés pourraient lui demander de le faire. Si l'Occident réalise qu'il ne peut plus mener cette guerre à distance,
Il pourrait pousser Zelensky à accepter un compromis, peut-être la neutralité de l'Ukraine, peut-être l'abandon de certains territoires, mais après Velkovo, après l'humiliation subie, un tel compromis serait perçu comme une défaite. Et Poutine le sait. Enfin, il y a la question du sommet Trump-Poutine, prévu dans quelques semaines. Cette rencontre prend une dimension totalement nouvelle. Trump, qui a toujours critiqué l'engagement américain en Ukraine, pourrait voir dans cette attaque une raison de réduire le soutien à Kiev. Poutine, lui, arrive en position de force. Il a prouvé qu'il pouvait frapper l'OTAN sans déclencher de troisième guerre mondiale. Il a montré que les lignes rouges étaient des illusions. Et il a rappelé au monde que la Russie, malgré les sanctions, malgré l'isolement, reste une puissance capable de dicter les règles du jeu. Alors, mesdames et messieurs, nous y voilà. Le monde après Velkovo n'est plus le même. Les certitudes se sont effondrées, les stratégies sont à revoir et les capitales occidentales réalisent, trop tard, qu'elles ont sous-estimé leur adversaire. La guerre en Ukraine n'est plus un conflit lointain, gérable, où l'on peut envoyer des armes sans risque. Elle est devenue un brasier qui menace de consumer ceux qui l'ont attisé. Et dans tout cela, il y a une ironie cruelle. Pendant des mois, l'Occident a accusé la Russie de menacer la stabilité mondiale. Mais cette nuit du 29 juillet, c'est l'Occident qui a été pris de court. C'est lui qui se retrouve sans réponse, sans stratégie, sans illusion. La Russie, elle, a choisi son camp, celui de la guerre totale. Pas une guerre de communiqué, de sanctions ou de résolution à l'ONU. Une guerre réelle où les missiles frappent les cibles, où les conseillers étrangers meurent dans les flammes, où les règles s'effacent devant la brutale réalité du rapport de force. Alors, que faire? L'OTAN peut-elle riposter sans risquer l'apocalypse? L'Ukraine peut-elle tenir sans son soutien logistique? Et surtout, jusqu'où ira Belousov? Va-t-il s'arrêter à Velkovo ou bien la prochaine cible sera-t-elle un port roumain, une base polonaise, un quartier général en Allemagne? Une chose est certaine, le compte à rebours a commencé. Et cette fois, personne ne peut prétendre ne pas avoir entendu l'alerte.